Enchanté. Finheads and Trends, la série de podcasts qui interroge des femmes clés du secteur de la finance et de la tech. Elles incarnent une vision, un parcours, une fonction et elles apportent un regard différent sur la finance et la tech en livrant des anecdotes sur leur parcours et leur métier. Je suis avec Nelly Kambiwa pour Finheads and Trends. Nelly, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, je vais commencer par te présenter en utilisant tes mots, avec un petit texte qui vient de toi, puisque c'est la façon dont tu te présentes sur LinkedIn. J'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans la vente de solutions informatiques au sein de grandes organisations multinationales dans les secteurs du luxe, du retail et des biens de consommation. Avec une profonde passion pour mes clients, je les accompagne dans leur transformation numérique avec leadership et un engagement fort. La philanthropie fait partie de mon ADN, je défends la diversité et l'inclusion et suis impliquée dans les réseaux professionnels de femmes dans le secteur de la tech. Je suis convaincue que la technologie peut contribuer à rendre le monde meilleur. Ma volonté est de renforcer les valeurs philanthropiques et de veiller à ce qu'elles soient davantage liées au monde des affaires. Alors, on va revenir sur chacune de ces expériences très intrigantes. Mais avant de commencer, ce que je remarque, c'est que tu as 15 ans d'expérience professionnelle en France et à l'étranger, des centres d'intérêt très marqués pour la technologie et la philanthropie. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la leçon la plus marquante que tu as apprise au fil des ans ? Déjà, merci pour l'introduction. Assez fidèle, effectivement, à qui je suis. Et pour répondre à ta question au niveau de la leçon que j'ai apprise, je dirais rester toujours fidèle finalement à ce qui nous anime. Parce qu'au fil des années, du temps, on peut avoir des expériences différentes, des influences différentes aussi. Mais que le plus important, en tout cas moi, ce que je retiens au sein de mon parcours professionnel, c'est que les choix et les décisions que j'ai été amenée à faire ont toujours été motivés par ce qui m'animait, par ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et je pense que si je dois retenir quelque chose, en tout cas, ce serait ça la leçon pour moi. Est-ce qu'il y a un exemple clé ? Il y en a plusieurs. Si je ne prends que la dimension liée en fait à mon parcours professionnel, j'ai un parcours assez éclectique où j'ai pu osciller un petit peu dans, on va dire, différentes sphères. Là, on parle beaucoup de mon parcours au sein de la tech parce que c'est celui qui est le mien, beaucoup en tant que commercial, vu que j'ai pas mal travaillé sur ce périmètre-là, mais à la base, c'était pas forcément ce que je voulais faire au départ. Au départ, je voulais être interprète, je voulais voyager, explorer le monde. Ce que j'ai commencé à faire, vu que j'avais fait des études pour faire interprète. Et puis très rapidement, j'ai été intriguée par le monde de la tech, intriguée par les enjeux de la tech et le fait qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'était un petit peu le dénominateur commun de plein de choses. Donc ça m'a énormément attirée, ça a énormément attisé ma curiosité, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et qui a un mode de fonctionnement où elle se nourrit un petit peu de différentes choses. Mais je vois ça, quand tu dis interprète, d'ailleurs, qu'est-ce que tu entends exactement par là ? Interprète, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, de par justement cette passion pour les voyages, j'avais toujours une envie, c'était de pouvoir parler plusieurs langues étrangères. Et j'ai appris qu'en fait, il y avait un métier où tu pouvais passer ton temps à parler plusieurs langues étrangères. Donc très vite, ça a été ça que j'ai voulu faire. Quelle langue Et du coup, c'était à l'époque donc l'allemand, vu que j'ai fait une fac du coup d'anglais-allemand. J'ai pu faire des séjours du coup en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne aussi. L'anglais que j'ai appris très naturellement de par ma double culture, vu que je suis franco-camerounaise et que les langues du Cameroun sont le français et l'anglais. Donc j'ai pu le parler aussi avec ma famille et mes proches. Et ce qui était aussi intéressant, c'était finalement le multiculturalisme que j'avais au sein même de ma famille. Donc être entourée par des langues, des cultures différentes, avoir ce brassage culturel, c'est quelque chose qui m'a énormément influencée. Donc la logique me disait, si tu es interprète, finalement, c'est de faire quelque chose que tu fais déjà
Il y avait cette notion aussi d'accessibilité qui me paraissait pas vraiment être un métier, parce que dans la vision, on se dit que c'est peut-être quelque chose de compliqué, mais en fait non, ça me paraissait très évident de faire ça. Et j'ai terminé dans la tech, donc rebondir et arriver à être animé par ce qui nous motive profondément, ça c'est quelque chose que j'ai depuis le début et qui m'anime encore aujourd'hui. Et alors, comment est-ce que tu as opéré ce basculement de cette volonté de devenir interprète, aujourd'hui travailler comme Corporate Responsibility and Sustainability Global Director chez SBS? Je dirais que c'est les rencontres. Là, on a beaucoup parlé déjà de mes influences, de mon contexte familial, l'environnement dans lequel j'ai évolué. Mais je pense que c'est aussi les rencontres parce que c'est ce qui nous permet aussi d'être nourris par de nouvelles perspectives. J'en ai deux qui me viennent en tête. Il y en a une première qui a très souvent d'ailleurs été portée, moi, par les choix que j'ai pu faire. C'est les échanges en fait que j'avais avec mes clients quand j'étais commerciale pour basculer peut-être d'un enjeu à un autre. Quand je parlais notamment des enjeux business, très souvent je demandais en fait à mes clients mais sinon à part ça, vous travaillez sur quoi, quelles sont les thématiques qui vous intéressent, et on parlait de différents sujets. Et ça me nourrissait énormément parce que ça me permettait aussi de me projeter, de me dire dans mon job demain, cette envie de me renouveler, si demain je pouvais l'envisager, comment est-ce que je le ferais. Donc ça, c'est un premier point. Et basculer d'interprète finalement à un métier de la tech, pour moi, c'est pas un grand écart. Au contraire, c'est juste un terrain de jeu qui est différent. La notion d'interprète et ce que ça implique, c'est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, arriver à pouvoir traduire, interpréter, apporter finalement une grille de lecture sur des personnes qui ne se comprennent pas forcément. Et moi, je trouve que je continue un petit peu à être interprète dans mon job aujourd'hui parce que j'arrive à traduire des besoins différents. La seule différence que c'est pas forcément des gens qui parlent des langues différentes, mais qui sont dans des écosystèmes différents. Et j'ai pu apporter justement cette fluidité dans la compréhension du besoin. Donc, on va dire, je suis un autre type d'interprète, mais au fond de moi, je me sens toujours un petit peu interprète. Et on en a beaucoup dans les entreprises, des interprètes. Et tu revendiques justement ton ADN philanthrope, qu'on retrouve aussi dans cette notion d'interprète. Est-ce que je peux te demander en fait ce que la philanthropie représente pour toi? Alors moi, la philanthropie, quand on me parle de ce mot, il y a vraiment, on va dire, une image assez claire qui me vient quand on parle de ce mot. C'est l'image de mes grands-parents. Parce que mes grands-parents, en fait, étaient des philanthropes qui ont énormément œuvré, en fait, pour le bien commun de façon globale, qui étaient très actifs sur des initiatives autour du social, du solidaire au Cameroun, et avaient même fini, en fait, par créer une école dans la périphérie de Douala, la capitale économique du Cameroun. Moi, je suis née à Douala. C'est vrai que j'avais toujours été impressionnée par cette générosité, finalement, que mes grands-parents ont eue dès très très vite, et des valeurs qui nous ont aussi inculquées sur toujours cette notion de prendre soin de l'autre, d'avoir cette empathie vis-à-vis de l'autre. Et ce qui est beau, c'est que l'école qu'ils ont créée il y a maintenant bientôt 50 ans existe toujours, vu qu'elle continue à être aujourd'hui pilotée par ma tante qui a repris du coup l'école. Donc oui, la philanthropie pour moi, c'est vraiment cette notion d'être à l'écoute de l'autre, d'être tourné vers l'autre. Et je pense que ça a énormément influencé mes choix professionnels aussi. Et d'ailleurs, tu es très impliquée dans les réseaux professionnels de femmes dans le secteur de la tech. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et nous donner des exemples ? Oui, alors les réseaux professionnels de femmes dans la tech, c'est quelque chose finalement qui m'a assez vite suivie quand j'ai démarré ma carrière. Pourquoi ? Parce que dans le secteur de la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes, enfin pas suffisamment, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que très vite, il y a eu un besoin, en tout cas de ma part, d'arriver à échanger, connecter avec ces autres femmes qui faisaient partie de l'entreprise, qui n'étaient pas forcément sur les mêmes fonctions que moi, mais peut-être avec qui je partageais les mêmes problématiques. Et j'ai eu la chance, au travers des entreprises dans lesquelles j'étais, d'avoir des réseaux qui existaient déjà. Donc c'est très naturellement en fait que j'ai souhaité m'y associer, y participer à des sessions, des ateliers,
où on parlait de différents sujets qui peuvent aller de la parentalité à l'équilibre vie pro, vie perso, à une transition aussi professionnelle, une augmentation. Enfin, il y avait plein de thématiques qui avaient été évoquées, avec des femmes au début, et puis très vite avec des hommes aussi, des hommes qui se sentaient aussi concernés par ces situations, qui avaient des personnes autour d'eux qui avaient été concernées par ces sujets et qui souhaitaient également apporter leur contribution sur certaines réflexions. Donc ça, c'est un premier exemple. Ce qui est aussi intéressant finalement, c'est quand on se projette dans ces réseaux, il y a certes cette diversité dans la richesse des thématiques qui sont abordées, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'au terme de ces discussions, l'entreprise va justement pouvoir appliquer et utiliser des propositions, des suggestions qui vont être faites au travers de ces réseaux pour justement renouveler ou apporter des solutions à des problèmes qui sont remontés. Donc cette dynamique finalement de solution finder, donc toujours dans cette idée de trouver des solutions, faire avancer les choses, c'est quelque chose que je trouvais très stimulant et que je prenais toujours énormément de plaisir à faire en parallèle de mon job. Au sein de ces expériences, justement, quel type de solutions les entreprises ont pu prendre ? Eh bien, il y en a plein. Alors, peut-être pour prendre un exemple que je pourrais te partager, c'est typiquement dans les stratégies qui étaient présentées. Alors là, je pense à une entreprise dans laquelle j'étais au tout début de ma carrière. Les stratégies annuelles, par exemple, qui étaient présentées par l'entreprise, d'évoquer une initiative autour des femmes et du mentorat, par exemple, pour pouvoir aider les femmes qui rejoignent l'entreprise à pouvoir être accompagnées par des femmes ou par des hommes. De toute façon, le mentoring est relativement mixte, hein. C'est bien entendu destiné à tout le monde. Mais là, ce qui était intéressant et la particularité, c'était que c'était un programme spécifique justement lié aux problématiques des femmes qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, c'est pas toujours évident pour une femme de parler peut-être du sujet de la parentalité ou de la maternité ou du retour de congé maternité avec quelqu'un qui l'a pas forcément vécu. Donc d'avoir finalement ces personnes qui nous aident à pouvoir se sentir mieux dans l'entreprise, pouvoir aussi avoir des grilles de lecture et nous accompagner, c'est quelque chose qui peut aider. Et ça, c'était un besoin qui avait été exprimé par les collaborateurs et les collaboratrices et qui a pu être mis en place au travers justement de ce programme de mentoring qui traitait de la thématique de la parentalité. Ces travaux, ces ateliers, du coup, aboutir sur ce genre de programme. Comment est-ce qu'on peut lier les valeurs philanthropiques au monde des affaires et de la finance par extension ? Comment est-ce qu'on peut lier les valeurs philanthropiques au monde de la finance ? Je dirais quelque part les valeurs philanthropiques, en tout cas pour moi, ça reste quelque chose de très connecté au monde. Enfin, au-delà du monde de la finance, pour moi, ça reste quelque chose de très connecté au monde parce que derrière les valeurs philanthropiques, il y a cette notion d'humain, il y a cette notion de rapport à l'autre, de vouloir justement aider l'autre. Et aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de la finance ou même dans d'autres secteurs, on garde finalement cette notion de rapport finalement à l'autre. Donc, je dirais que pour moi, c'est plus une notion en fait assez universelle qui n'est pas propre qu'au secteur de la finance. Donc pour moi, c'est déjà lié, pour répondre à ta question. Mais pour aller même au-delà du monde de la finance, qui est un secteur dans lequel du coup, les rapports et les relations humaines sont relativement fortes quand on parle de la banque et de cette notion de confiance quand on doit avoir au niveau de son institution financière, au niveau de son conseiller financier, par exemple, ça reste des rapports humains. Donc cette notion finalement philanthropie qui est d'être à l'écoute de l'autre, d'être tourné vers l'autre, elle se décline dans le monde de la finance comme dans d'autres secteurs d'activité, la santé, le commerce, l'agriculture et plein d'autres. Alors Nelly, on vient de parler de ton parcours et maintenant j'aimerais en savoir un peu plus sur ton métier. Donc tu exerces depuis janvier 2023 chez Sopra Banking Software en tant que directrice de la responsabilité d'entreprise et du développement durable.
On sait que la responsabilité d'entreprise, c'est une préoccupation pour tous, mais je ne suis pas certaine que tout le monde sache en quoi ça consiste, ce qu'il y a derrière cette responsabilité et derrière cette fonction. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier ? Oui. Alors au niveau de la responsabilité d'entreprise, si je devais un peu synthétiser l'enjeu, mon job va consister en fait à intégrer les questions sociales et environnementales au sein des décisions stratégiques de l'entreprise. Donc s'assurer qu'en addition de nos valeurs d'entreprise, qu'on mette en place en fait des dispositifs qui permettent d'avoir un engagement autour des enjeux sociaux et environnementaux. Quel type de dispositif ? Mais par exemple, ça va être sur des synergies avec le département des ressources humaines, sur le bien-être des employés, donc notamment des questions autour de la qualité de vie au travail, l'engagement social et solidaire aussi qu'on va avoir autour des associations, des fondations avec lesquelles on peut travailler au sein de l'écosystème Sopra Banking Software, mais au sens aussi plus large au travers du groupe Soprasteria, parce que nous sommes aussi une filiale de Soprasteria. Ça peut être aussi sur les enjeux environnementaux. On en parle beaucoup actuellement, mais c'est vrai qu'en tant qu'acteur du numérique, on a aussi une responsabilité sur les solutions qu'on va développer, sur l'impact et l'empreinte carbone qu'on peut avoir, et de façon plus globale aussi sur la sensibilisation des collaboratrices et des collaborateurs justement sur les impacts que ça peut avoir au niveau de la société. Donc cette notion de responsabilité finalement, elle est collective et c'est l'affaire de toutes et de tous. Et justement, cette sensibilisation, est-ce que tu vois une évolution auprès des collaborateurs et des collaboratrices ? Oui, clairement, je vois une évolution. Alors, évolution déjà au niveau de la compréhension en fait des problématiques. Je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, quand on parlait de responsabilité d'entreprise, on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire et ce que ça impliquait. Aujourd'hui, je trouve qu'au-delà déjà de la compréhension des notions, les collaboratrices et les collaborateurs, à titre individuel, sont déjà de plus en plus engagés et de plus en plus sachants sur le sujet. Et en France, d'ailleurs, j'étais assez étonnée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement quand même, on a en France une connaissance et un niveau de connaissance sur les enjeux environnementaux qui est assez conséquent. Donc ça, c'est bien parce que ça aide aussi à mieux faire passer les messages. Et quand on va mobiliser du coup les collaboratrices et les collaborateurs pour échanger justement sur ces thématiques, on va avoir de l'écoute, mais on va aussi avoir des personnes qui vont être force de proposition, qui vont souhaiter s'associer en fait à des actions. Et c'est ça qui apporte une vraie émulation collective, je trouve, à voir que ce n'est pas, entre guillemets, uniquement lié au département, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Est-ce qu'il y a un projet dont tu es le plus fier ? Moi, déjà, ce dont je suis le plus fière, je trouve, c'est l'équipe. C'est l'équipe parce qu'on a vraiment une équipe de femmes et d'hommes extrêmement mobilisés, même si c'est vrai, je l'avoue, on est quand même principalement des femmes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, au contraire, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que moi qui ai plutôt évolué dans des environnements où je travaillais quand même majoritairement avec des hommes, là je me retrouve avec beaucoup plus de femmes et je trouve ça chouette. Et non, c'est vraiment l'équipe parce que je trouve qu'être entourée par des personnes qui sont sensibilisées, investies, qui elles-mêmes t'expliquent que ce qu'elles font, elles se rendent compte que ça a du sens pour elles et qu'elles ont envie d'y contribuer, je trouve que l'énergie est contagieuse en fait quelque part. Ça donne envie de se mettre autour de la table et d'avancer. Et ça reste quand même assez complexe parce que l'entreprise a plein d'autres sujets à gérer. On reste une entreprise, on reste aussi là pour faire du business. Mais cette conviction d'allier justement business et éthique, pour moi, c'est pas incompatible. Au contraire, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler, sur lequel on continue d'ailleurs de travailler au sein du département. Est-ce que tu vois une différence entre le fait de travailler avec une équipe plutôt majoritairement composée d'hommes ou à l'heure actuelle majoritairement composée de femmes ? À date, non, pas vraiment. Enfin, je pense qu'après, c'est plus une question de trait de caractère, de personnalité. J'ai pas forcément d'exemple clair qui était plutôt rattaché à des hommes ou à des femmes.
plus jeune, peut-être, au début de ma carrière, je pense qu'il y avait peut-être des moments où, comme on était dans des environnements quand même très masculins, on avait peut-être des codes qui étaient un peu plus masculins. Mais après, c'est propre à chacun. Moi, je gardais toujours mon identité, ou en tout cas ce qui me caractérise. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, non, les choses évoluent quand même de plus en plus. Et je pense que quand on est bien dans ses baskets, peu importe l'environnement, on essaye en tout cas de s'adapter au mieux. Et c'est ce qui était, c'est ce qui était de mon cas. Super. Et alors, comment est-ce que ça se passe depuis janvier 2023 ? Écoute, ça se passe très bien. On ne s'ennuie pas. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai qu'il y a différents sujets. Au-delà des synergies là, portées par le groupe sur lesquelles on travaille aussi de plus en plus, il y a les initiatives en fait, qu'on souhaite piloter aussi au niveau de banking, notamment sur le volet environnement, qui est vraiment un enjeu assez fort pour nous. Et on sort un petit peu de notre petite semaine de sensibilisation, vu qu'on a fait 2 webinars en français et en anglais pour sensibiliser aux enjeux justement environnementaux, puisqu'il y a eu la journée de la Terre il n'y a pas très longtemps. Donc on a pu convier nos collaborateurs pour leur expliquer en fait un certain nombre de principes. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dessus ? Parce que je pense que cette partie-là de sensibilisation, elle est très importante aussi parce qu'elle est liée à l'engagement. Si on n'explique pas, si on ne donne pas des exemples concrets pour dire pourquoi on le fait, comment est-ce qu'on va le faire et quel est l'impact que ça va avoir, on passe peut-être à côté de l'engagement des employés. Et c'est important de le faire. Donc on était ravis de le faire avec l'équipe pour sensibiliser l'ensemble des employés SPS sur ce sujet. Est-ce que vous avez eu des retours de collaborateurs Oui, on a eu des retours et c'est ça qui était assez chouette. Enfin, très rapidement, en fait, déjà, il y avait une interaction assez forte pendant le live où ils donnaient des exemples, où ils parlaient finalement de choses qu'ils avaient eux-mêmes vécues. Mais après, on a eu des mails et des personnes qui se sont manifestées pour demander si on avait besoin d'aide, si on souhaitait qu'ils s'associent à certains dispositifs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours besoin des autres pour aller plus vite. Donc il y a eu des retours qui ont été faits pour leur permettre de s'associer à des initiatives dans leur ville ou tout simplement prendre contact avec leur référent pays pour voir un peu quelles sont les initiatives au niveau des pays qui sont faits, parce qu'aujourd'hui c'est à peu près sur une dizaine de pays qu'on est représentés, même un petit peu plus. Et donc c'est ça qui nous permet aussi de pouvoir trouver en fonction des thématiques qu'on va piloter des problématiques locales, parce que forcément d'un pays à un autre, ça peut varier, ça peut évoluer, et de voir cette émulation collective des employés, c'est très agréable. Et alors comment est-ce qu'on fait du coup si on a envie de s'engager, si on a envie de participer à ces initiatives, si moi demain j'ai envie de m'engager, comment est-ce que je fais ? C'est super simple, tu vas contacter en fait la référente responsabilité d'entreprise France, vu que tu es rattachée en France, qui va pouvoir te présenter et te partager en fait sa feuille de route et les actions actuellement qui sont mises en œuvre pour la France, et en fonction de ta ville de rattachement et tes centres d'intérêt, parce que ça peut-être pas être que l'environnement, ça peut être le social, ça peut être le solidaire. On va pouvoir te donner de la visibilité sur les actions en cours, et si tu souhaites y contribuer en tout cas ou être à ton tour une ambassadrice, c'est quelque chose que tu pourras faire. Et typiquement, quelles sont les actions auxquelles je pourrais participer ? Alors plusieurs, ça peut être du mentoring, vu qu'on travaille aujourd'hui avec une plateforme d'engagement solidaire où toi tu vas pouvoir faire du bénévolat ou du mécénat de compétences si tu le souhaites. Ça va pouvoir être aussi de la sensibilisation, on parlait beaucoup de sensibilisation notamment sur les enjeux de l'environnement. Ça peut être aussi une ambassadrice. Aujourd'hui on a donc un outil de bien-être interne à l'entreprise qui nous permet de pouvoir faire des challenges sportifs, d'avoir des moments aussi de détente, de relaxation qui sont proposés. Ça peut aussi être tout simplement d'être une coordinatrice et une ambassadrice pour pouvoir animer une communauté au sein de ton site ou tout simplement représenter ton pays. Il y a vraiment plein de possibilités, le choix est vaste. Et du coup, vous comptez combien d'engagés passionnés autour de la responsabilité d'entreprise ?
Ben, ça va dépendre finalement, ça va dépendre des thématiques. C'est-à-dire que quand on va, historiquement, on a quand même une très forte communauté, enfin au niveau des collaborateurs et même au niveau du groupe, autour des engagements sociaux et solidaires, parce que c'est les piliers historiques, tout simplement. Et là, on voit de plus en plus de personnes manifester un intérêt pour les enjeux environnementaux. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu réparti, mais historiquement, on va dire plus de 50% des collaborateurs ont quand même un intérêt assez fort sur les enjeux sociaux et solidaires, et un peu plus maintenant sur les sujets environnementaux. Et comment vous communiquez auprès d'eux pour les sensibiliser et faire en sorte justement de les rallier à vos problématiques ? Alors, on va avoir différents moyens de communiquer. Mais déjà, les canaux internes, au travers de nos outils internes de communication, au travers de l'email, au travers aussi des communautés. Parce qu'il y a des communautés qui sont créées une fois que, par exemple, tu as manifesté l'intérêt pour une thématique spécifique. On parlait de l'environnement, par exemple, tout à l'heure. Mais tu vas pouvoir rejoindre une communauté où un certain nombre d'informations vont être partagées et les actualités justement liées à ces communautés. Et là, on est également en train de travailler aussi sur la refonte de notre SharePoint pour pouvoir rendre encore plus accessible et surtout centraliser toutes les actions et les informations qui sont communiquées au travers des différents pays. Donc ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, l'Espagne, en fonction de ton site de rattachement. Quelles sont les ambitions que tu souhaites donner du coup à ton métier ? À mon métier actuel, moi je pense que le challenge il sera finalement gagné quand il y aura peut-être plus de département de la responsabilité d'entreprise en fait, et que ce sera, on va dire, diffusé au sein de tous les départements. Quand finalement, ce sujet-là, ce ne sera pas qu'un sujet lié à un département, oui, et que ce soit quelque chose de complètement ancré dans tous les départements. Ça l'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut un département pour arriver à l'incarner, à le diffuser. Mais je pense que le challenge, il sera gagné quand il n'y aura plus forcément de département dédié, que ce sera juste une part complètement intégrée à l'entreprise. Il faudra combien de temps pour ça, à ton avis ? Alors là, écoute, on commence là déjà à le diffuser. Je pense que c'est un peu comme le thé. Tu vois, là, c'est en train d'infuser. On voit que les retours sont assez positifs. Maintenant, la vitesse de diffusion, là, pour le coup, je ne sais pas encore, mais j'espère que d'ici quelques années, ce sera quelque chose qui sera pleinement intégré, oui. On espère. Alors Nelly, on vient d'échanger sur ton métier, sur ton parcours et avant ça, sur ton implication dans les réseaux professionnels de femmes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ta vision sur la place de la femme dans la tech. Et avant ça, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivée dans ce secteur ? Alors, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est déjà de te donner moi ma vision de la tech il y a quelques années, parce que je me suis rendu compte que en fait, j'avais une vision qui était très réductrice. Et après te dire finalement comment je me suis retrouvée à travailler dans le secteur de la tech. Parfait. Et je disais vision réductrice parce qu'effectivement c'est ça, une vision assez biaisée des geeks et des personnes qui passent leurs heures à coder dans leur chambre. Pas si biaisée que ça, vu que je connaissais quand même quelqu'un qui passait beaucoup de temps à le faire, qui était mon frère et qui est toujours mon frère. Et c'est vrai que cette vision me séduisait un petit peu moins, j'avoue. Moi je cherchais plus des interactions, parler avec des gens, parler plusieurs langues, tu vois, comme je te l'avais dit au tout début. Et ce que j'ai eu, en fait, qui m'a donné envie, finalement, de rejoindre le secteur de la tech, c'est une discussion avec lui, où je lui ai demandé de me raconter sa journée type. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu parles, t'interagis avec quelles équipes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'autres profils qui étaient dans le secteur de la tech, ce qui m'a extrêmement enchantée. Parce que j'ai vu qu'il y avait des besoins de personnes qui parlaient plusieurs langues, qui pouvaient travailler dans des environnements multiculturels, qui pouvaient gérer en fait différents projets, où on avait besoin de vendre, donc des compétences commerciales, chose que j'avais vu que j'avais fait mon école de commerce. Donc petit à petit, dans cet échange qui était très anodin au départ, où je pensais avoir une image, on va dire, assez
classique du geek, en fait, communauté de geeks qui passent leur temps à coder derrière un ordi. Mais j'ai vu d'autres profils et c'est vraiment ça en fait qui m'a donné envie du coup de postuler à mon premier job et c'est comme ça que j'ai démarré mon aventure dans la tech. Tu nous racontes le rôle qu'a joué ton frère dans ton orientation. Est-ce que tu as justement des rôles modèles qui t'ont guidé d'hommes ou de femmes dans ton parcours, dans ton métier ? Oui, moi j'ai eu plusieurs rôles modèles, mais beaucoup de rôles modèles mixtes. C'est vrai que moi j'ai eu une grosse influence en fait masculine et féminine. J'ai parlé de mes grands-parents tout à l'heure, mais il y a aussi ma mère qui m'a énormément influencée aussi parce que ma mère est une entrepreneure. Elle a démarré en fait dans l'entrepreneuriat, à monter son entreprise, à être quelqu'un de très autonome aussi, à nous transmettre aussi des valeurs autour du fait d'être autonome, d'arriver finalement à être responsable aussi. On en revient encore avec ce qualificatif, comme quoi il n'y a pas vraiment de hasard. Et donc oui, je dirais beaucoup de rôles modèles familiaux. Et puis après, des rôles modèles aussi que j'ai pu finalement suivre dans le temps au travers des expériences professionnelles que j'ai pu avoir, de managers, de collègues aussi, dans le cadre des réseaux professionnels de femmes, où j'ai pu rencontrer des femmes et des hommes très inspirants. J'ai participé moi-même à des programmes de mentoring. Je parlais du mentoring tout à l'heure, pour moi, qui a aussi été une étape très enrichissante dans mon parcours, d'arriver à avoir des témoignages de personnes qui avaient un peu plus d'expérience que moi dans ce secteur-là, avec un certain recul et une vision qui était très complémentaire à celle que j'avais. Donc oui, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir énormément de rôles modèles, à la fois finalement dans mon entourage familial, mais aussi dans le contexte professionnel. Et alors maintenant que tu travailles dans la tech depuis 10 ans bientôt, quel regard portes-tu sur la place des femmes dans la tech ? Alors, je porte un regard qui va être très optimiste en fait, mine de rien, même si on gagnerait à avoir encore plus de femmes dans la tech, même si effectivement il y a encore pas mal de choses à faire, notamment au travers des femmes en école d'ingé, parce qu'on parle de la tech, même s'il y a effectivement d'autres métiers. Enfin, quand on parle de la tech, on parle quand même principalement des métiers liés à ce type de fonction. Des développeuses, des codeuses, c'est des choses dont on a besoin. Et optimiste aussi parce que on a des possibilités de recruter plus de femmes, notamment au travers de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui participent et contribuent justement à la reconversion professionnelle des femmes dans les métiers du numérique. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas fait une école d'ingénieur qu'on ne peut pas se retrouver à devenir codeuse ou développeuse. Donc ça, je trouve que c'est un beau message d'espoir, d'où cet optimisme et aussi cette accessibilité pour les entreprises de la tech qui souhaitent traiter justement du sujet de la féminisation des femmes, mais de recruter des profils non seulement intéressants de par cette compétence qu'elles vont avoir au travers de la formation en code ou autre, mais au travers aussi de l'expérience qu'elles avaient avant. Je trouve que c'est toujours quelque chose à valoriser qui apporte finalement une expertise encore plus aiguë sur des domaines qui ne sont pas forcément en lien direct avec le métier. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises valorisent justement, je parle notamment du métier de commercial, vu que c'est le terreau que je connais quand même le mieux, sur des commerciaux qui vont travailler par exemple dans le secteur de la santé. On peut retrouver des gens qui eux-mêmes en fait travaillaient dans le secteur médical, ce qui fait qu'au niveau de l'approche qu'ils vont avoir en étant commercial, là ce ne sera pas des termes juste qu'ils vont donner parce qu'il faut les donner, c'est des termes qu'ils connaissent, qu'ils ont expérimentés et dont ils connaissent aussi l'impact et la portée. Et ça, vis-à-vis d'un client, quand on va interagir autour de ces enjeux, de ces cas d'usage, c'est forcément quelque chose qui va être beaucoup plus ancré que quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément le secteur d'activité. Donc je trouve que la pluralité des parcours et cette possibilité qu'on donne aujourd'hui aux femmes et aux hommes d'ailleurs à envisager une reconversion professionnelle dans les métiers du numérique ne peut que concourir au succès de l'entreprise. Est-ce que c'est une thématique qui fait partie de la responsabilité d'entreprise
justement la place de la femme dans la tech? Entre autres, alors pour le coup, la place de la femme de la tech, c'est, je veux dire, presque intrinsèque, vu que nous sommes dans le secteur, mais accompagner les femmes dans la reconversion professionnelle ou même les assister, c'est des initiatives qu'on peut retrouver notamment au travers du mentorat. Je parlais de plateformes d'engagement sur lesquelles aujourd'hui nous travaillons beaucoup, que ce soit côté Sopra Banking, mais aussi côté groupe. Et aujourd'hui, on peut tout à fait être mentor pour justement accompagner une femme en reconversion professionnelle dans les métiers du numérique et lui donner de la visibilité justement sur nos métiers, parce qu'on en a quand même pas mal, à la fois au sein de Sopra Banking, mais aussi au sein de Sopra Steria, pour déjà lui donner le panorama des différentes fonctions qui existent au sein d'une entreprise dans le numérique. Alors Nelly, on arrive au terme de notre échange. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Quelques petites questions avant de conclure cet entretien. Et j'aimerais savoir notamment, parce que tout à l'heure, tu nous as cité l'exemple de tes grands-parents entrepreneurs qui ont fondé une école. Tu nous as également cité l'exemple de ta maman entrepreneur. Il faut de l'ambition pour entreprendre. Qu'est-ce que l'ambition pour toi ? Vaste question. L'ambition pour moi, je dirais tout simplement le fait de se donner en fait une vision, un objectif. Et une fois qu'on s'est donné finalement cet objectif, se donner les moyens pour y arriver. Il y a vraiment 2 temps. Un temps de visualisation, de projection et un temps de passage à l'action. Pour moi, l'ambition, ça se traduirait comme ça. Et alors, est-ce que tu es une femme ambitieuse ? Je dirais oui, parce que quand je me donne un objectif, j'ai envie de l'atteindre, tout simplement. Je pense que c'est aussi finalement quelque chose que j'ai pas mal développé au travers du sport, parce que j'ai fait l'athlé quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que cette notion aussi de se dépasser, de pouvoir aussi se donner un objectif, travailler longtemps pour pouvoir l'avoir, cette notion de temps long un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée, même dans le cadre de mon travail sur des dossiers qu'on traitait sur plusieurs mois où finalement la ligne d'arrivée n'était pas là tout de suite, mais il fallait garder la motivation. C'est cette notion-là, en tout cas moi j'aime bien et c'est quelque chose sur lequel j'aime bien travailler. Ça semble une belle philosophie. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune en début de carrière ? Écoute, je ne suis pas la spécialiste des conseils, mais ce que je pourrais dire en l'occurrence, c'est peut-être ce que j'ai dit en introduction, au tout début de notre échange, qui est de toujours rester fidèle à ce qui nous anime. C'est quelque chose qui m'a bien aidée. Donc si je pouvais donner un conseil, je pense que ce serait celui-là. Toujours rester connecté à ce qui nous anime, à ce qui nous donne envie de nous lever tous les matins, de garder le sourire, parce que c'est toujours plus agréable quand même de sourire et d'avoir du fun dans ce qu'on fait, parce qu'on y donne de l'énergie. Donc c'est important d'avoir cette notion de plaisir qui pour moi est essentielle. En tout cas, tu as été très souriante tout au long de cet entretien et j'ai bien ressenti cette énergie positive. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cet échange. Merci pour l'échange et puis à bientôt. Merci Caroline. À bientôt Nelly. Au revoir. Nous avons eu le plaisir de recevoir Nelly Cambiwa. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour rencontrer notre nouvelle invitée sur Finheads and Trends.